Merci pour votre accueil. Alors, d'accord, voilà. Eh bien, écoutez, merci à vous, Valérie, et merci donc à l'association pour votre accueil aujourd'hui. Alors, c'est vrai que moi j'ai répondu, on va dire, j'étais très content de cette invitation parce que la CNV, moi, je suis persuadé que c'est un outil qui est puissant, qui gagne à être connu, pas uniquement dans le monde professionnel d'ailleurs, puisqu'on va s'apercevoir que son fondateur, qui s'appelle Marshall Rosenberg, en fait, lui est quelqu'un qui l'utilise dans bien d'autres contextes. Euh, pour commencer, si je peux, j'aimerais avoir un petit peu comment dire, un niveau d'attente par rapport à ce que, voilà, on est ensemble une heure pour parler pour parler un peu effectivement de mon expérience de la CNV, de cas d'application. Il y aura également Iman Abdali qui pourra nous témoigner effectivement comment elle la pratique également. Est-ce que vous-même, quel est votre degré de connaissance de cet outil, de cette pratique? Est-ce que c'est proche de zéro? Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Est-ce que vous pratiquez? Voilà, je suis curieux de savoir un petit peu ce qui vous a intéressé aujourd'hui, en fait. Donc, librement, si quelques personnes peuvent prendre la parole, comme on est très nombreux, peut-être pas tout le monde, mais voilà, si quelqu'un a envie peut-être Valérie, on peut brancher les micros à cette occasion. Alors, dans le chat, on voit les connaissances, des notions de base. Je pense qu'il faut regarder D'accord. le chat, en fait. D'accord. Oui. OK, très bien. Alors, oui, des notions de base. Voilà, proche de 0 epsilon, d'accord. Bonne connaissance de la CNV, un rappel bien utile. J'ai suivi les 3 modules de base. Eh bien, écoutez, super. Peut-être que vous pourrez donc rajouter des choses, des pierres à l'édifice dans ce cas-là. Et vous avez lu le livre de Marshall Rosenberg. D'accord, super. Un intérêt pour aller plus loin dans une formation et pas de connaissances. Donc, en fait, voilà, les besoins et les attentes sont variés. D'accord. Écoutez, voilà, je vais en rester là. Pour commencer, je vais vous dire un peu qui je suis parce que vous avez peut-être envie de savoir qui est cette personne qui qui s'immisce dans vos réunions. Alors en fait, moi je suis Guillaume Lezol, je suis formateur en management et consultant. Et j'ai derrière moi un passé de chef de projet. Voilà. Alors, pour vous évoquer un petit peu ce que j'ai pu faire tout au long de ma vie, voilà, j'ai passé une partie de ma vie dans cette entreprise chez Siemens. Et j'ai notamment dirigé des projets, des projets de construction d'infrastructures, donc à l'international, ici dans la banlieue de Séoul. Et du coup, j'en ai retiré en fait un certain nombre d'enseignements. Et donc, voilà, je suis formateur, donc j'ai changé de métier depuis à peu près 2 ans. Et ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, il y a une très forte demande comment dire, pour cette communication qu'on appelle non violente ou communication assertive, parce qu'effectivement, il y a des problématiques d'améliorer la qualité des relations au travail, parce qu'il se joue beaucoup de choses, en fait, au niveau de l'engagement des collaborateurs, comme vous le savez, et donc l'intérêt croissant. En quelques mots, voilà un peu un cycle de formation que j'aime suivre avec mes clients. Et comme vous le voyez, donc on part des bases du management, mais assez vite, on va vers un module de formation qui est mieux se connaître pour mieux faire avec les autres et donc mieux communiquer, d'accord? Développer ses capacités de communication. Voilà. Bon. Compte tenu de mon passé, j'ai également une pratique, enfin, je forme aussi beaucoup de chefs de projet. Ça vous étonnera pas. Je reviens maintenant sur notre agenda de la journée. Donc, on va effectivement présenter un petit peu cette origine de la CNV. On a déjà prononcé le mot de son fondateur, Marshall Rosenberg, qui est un thérapeute américain. Ensuite, on parlera un petit peu de posture, en fait, qui me paraissent importantes de comprendre pour pouvoir être en mesure, effectivement, d'appliquer la CNV. On s'apercevra aussi que c'est un processus. Donc, un processus, ça veut dire passer par des étapes, respecter ces étapes, parce qu'on parle d'émotion avec la communication non violente. Et qui dit émotion, ben, il faut savoir effectivement être à l'aise avec, donc gérer son niveau d'émotion. Et ce n'est pas toujours facile parce qu'on est souvent dans des situations de conflit qu'on a à gérer. Et il faut savoir décoder et appliquer un processus, on le verra de façon assez rigoureuse.
Donc, en fait, il y a un enjeu pour nous. Aujourd'hui, on a 1 heure devant nous. On ne va pas pouvoir mettre en pratique la CNV, et c'est d'ailleurs bien dommage. Et donc, quelque part, j'ai envie de vous dire, si vous avez le souhait d'aller plus loin comment dire, dans la pratique de la CNV, il faut vraiment vous inscrire à un stage et pratiquer, vous entraîner. Moi, sur 2 jours de formation, donc aux fondamentaux du management, j'y passe à peu près 2h30. Donc, c'est la simulation sur laquelle je passe le plus de temps pendant ces 2 jours, pour vous donner une idée. Voilà. Une petite chose aussi, avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, alors oui, pardon, je termine d'abord sur la partie, on donnera évidemment la parole donc pour la partie managériale à Iman Abdelli, qui me fait, voilà, qui a très gentiment accepté de nous rejoindre pour cet atelier. J'ai rencontré Iman, elle était stagiaire donc comme directrice de la petite enfance à la ville de Meyzieux, lors d'un stage que j'ai animé il y a 3 semaines, donc au CNFPT, qui est le centre de formation de la fonction publique territoriale. Voilà. Et on a effectivement parlé beaucoup de CNV. Juste un petit, comment dire, un petit postulat, quelque part, mon cadre de référence. Et ça, moi, j'aime bien le partager avec vous parce que vous comprenez un petit peu, peut-être plus en profondeur, le sens de mes paroles. Clairement, comme formateur, moi, je cherche à développer donc l'autonomie, l'engagement des collaborateurs. On parle aussi de posture Y. On est bien loin, effectivement, des méthodes d'organisation du travail traditionnelles, hein, d'accord. Moi, je m'occupe également d'animer des processus comment dire, pour faire tendre une collectivité vers la libération. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mouvement des entreprises libérées. C'est la même logique, d'accord. L'idée, c'est également d'appliquer en fait un principe qu'on appelle la subsidiarité, qui est de faire prendre le plus de décisions possible par le niveau hiérarchique le plus opérationnel, donc le plus bas possible, d'accord. L'idée étant de dire, il y a des tâches stratégiques qui sont les tâches des managers, et il serait bon que les managers, quelque part, renoncent à toujours apporter leurs meilleures solutions aux problèmes qui leur sont remontés et qui posent, par exemple, la question, ça peut être une synthèse à leurs collaborateurs, mais qu'est-ce qui te manque justement pour que toi-même, tu puisses prendre la décision? Et vous voyez, ça inverse complètement le rapport. La pyramide managériale s'inverse en fait. Le manager devient un manager au service des opérateurs ou des collaborateurs. Voilà, c'était mon cadre de référence que je voulais partager. Si je ne l'ai pas dit en préambule, mais si vous vous sentez, si vous avez envie d'intervenir, alors vous pouvez le faire par le chat, j'essaie de regarder en même temps, n'hésitez pas à, voilà, entre guillemets, à m'interrompre, à poser des questions pour approfondir tel ou tel point. Alors, Marshall Rosenberg, qui est-il? C'est un psychologue, je vous l'ai dit, également un médiateur des conflits, qui a fondé une méthode en 1960 qui est clairement inspirée de la lutte non violente, donc pour l'indépendance de l'Inde, qu'a lancé Gandhi dans les années 30. Et Marshall Rosenberg le dit clairement dans ses livres qu'il a été inspiré par cette méthode non violente et malgré tout terriblement efficace. Donc, en fait, on peut, au-delà d'une technique de communication, d'un savoir-faire, on peut y voir, en fait, une façon de penser, presque une philosophie, un langage, hein, mais presque aussi une façon de changer, de changer la vie et celle des gens qui sont autour de soi. Rosenberg est quelqu'un qui pratique encore la médiation donc dans les conflits internationaux. Donc, vous voyez, j'ai cité la Palestine, la Bosnie-Herzégovine et le Rwanda. Donc, vous voyez la puissance de cet outil qu'il applique à ces occasions. Un petit préambule qui me paraît important comme manager, mais quelque part, c'est ça qui est en jeu au début. Au début, on s'intéresse à la CNV, ok, la communication non violente, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un peu un postulat qui est posé, c'est est-ce que, en tant que manager, je suis prêt à renoncer à avoir raison? C'est-à-dire, entre guillemets, avoir toujours raison, avoir toujours dernier mot. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un choix à faire entre avoir une position, en coaching, on parlerait de position basse, c'est-à-dire en fait, avoir en fait la capacité à s'enrichir de l'expérience de l'autre, lui donner la parole
et nous donner la possibilité d'avoir une plus grande richesse, d'avoir plus d'intelligence collective, donc en laissant la parole à l'autre. C'est ce que j'appelle être heureux avec les autres. D'accord ? Donc, au départ, il y a un peu ce lâcher-prise qui est une nécessité. Si c'est difficile, eh ben, il va falloir travailler là-dessus, voir pourquoi, peut-être voilà, avec du coaching, voir effectivement pourquoi en tant que manager, j'ai du mal à renoncer à ça. Deuxième chose, deuxième prise de conscience qui me paraît importante à comprendre, c'est que derrière un conflit, devant une situation conflictuelle que vous pouvez rencontrer dans vos entreprises ou dans des, voilà, dans des associations ou différentes instances, on s'aperçoit qu'en fait, à la base, enfin, derrière tout conflit, il y a une expression donc d'un besoin qui n'est pas satisfait. Donc, Rosenberg dit l'expression tragique même d'un besoin satisfait. On va voir qu'en fait, notre analyse, en fait, elle est liée à notre histoire. On peut faire des projections. Et donc, en fait, c'est souvent notre analyse d'une situation que le fruit de nos propres besoins et des sentiments qui sont en fait un peu l'expression de nos besoins. D'accord ? Donc, on va le voir après. Attention, effectivement, aux attitudes jugeantes qui peuvent naturellement conduire à des situations de violence. Il y a des études qui montrent la corrélation entre des paroles qui sont des paroles de jugement dans les conflits internationaux, qui ont conduit donc à des engrenages et donc qui ont conduit à la violence. Voilà. Je regarde si c'est ça qu'il y a, voilà, s'il n'y a pas de questions, donc je continue, d'accord. Vous voyez aussi ce qu'il y a derrière. Hein. Là, je vais un petit peu plus loin que cet atelier du jour, mais il y a également, en termes de management, il y a cette possibilité donc, de créer des espaces de coopération, c'est-à-dire susciter l'engagement et puis poser un peu un cadre protecteur pour les collaborateurs en leur disant je vous encourage effectivement à prendre des initiatives, sachant que si vous faites des erreurs, eh ben, quelque part, vous ne serez pas sanctionné. Donc ça, c'est des choses qui sont… C'est un cadre protecteur qui est important aussi important à poser. Voilà. Autre chose aussi, je vous encourage aussi à investir dans des outils qui permettent de connaître les personnes, je parle volontairement de besoins à ce stade. On va s'apercevoir que les besoins dans la CNV, on en parle en permanence. Et donc, dans vos équipes, dans vos projets, vous avez à mettre en place ce que j'appelle des tête-à-tête. J'en ai parlé avec les stagiaires, avec Imen il n'y a pas très longtemps. Des tête-à-tête qui sont des outils très simples à mettre en place, qui permettent de donner la parole pendant une demi-heure, peut-être tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, à chacun de vos collaborateurs pour apprendre justement à connaître leur ressenti sur les missions que vous leur avez confiées, les moyens dont ils disposent, comment ils se sentent avec leurs équipes, etc. Voilà. Donc, entre guillemets, c'est ça qui marche. Hein. Donc, derrière tout ça, renoncez aux recettes, investissez dans du temps pour comprendre effectivement les besoins des personnes. Alors, sur le ton un peu humoristique, deux langues opposées donc dans la communication non violente. Bon, Rosenberg en parle beaucoup dans ses livres. Il y a même des vidéos sur YouTube. Si ça vous intéresse, je pourrais vous les faire passer. Il y a ce qu'il appelle la langue chacal, qui est un peu le produit de notre système éducatif, qui est basé sur la compétition, qui est justement… Ça y est. On y arrive. Oui, pardon. Donc, qui est jugeant, qui blesse l'autre, qui critique. Donc, vous voyez bien, j'en parlais juste avant. Donc là, on n'est pas dans une attitude basse, on est au même niveau que l'autre. Donc, je suis clairement au-dessus de lui. Et il y a un problème effectivement de la part du manager, il y a un travail sur soi à faire. Donc, en général, ça passe par un langage qui n'est pas responsable. Je n'arrive pas à parler en moi, en je parle en tu. C'est-à-dire, en fait, je veux rendre l'autre responsable en le culpabilisant de mon sentiment malheureux. Donc, sentiment, donc je vous rappelle l'expression d'un besoin, donc certainement d'un besoin insatisfait. Et donc, je communique avec lui, non pas en termes de demande,
ou d'expression d'un besoin, mais en exigence, c'est-à-dire tu dois. Voilà, ce qui est complètement différent. Donc du coup, la qualité de la relation est abîmée. Et la raison de ça, c'est qu'effectivement, c'est une difficulté que j'ai donc à me connecter à mes propres émotions. Alors, cela étant, il est clair que comment dire, c'est une attitude, donc éviter ce langage chacal, effectivement. On parle de langage, à contrario, c'est la langue girafe. C'est pas si facile pour tout le monde. Donc, observer une situation, donc observer des faits sans juger l'autre. Moi, j'ai un petit acronyme qu'un ami coach m'a proposé, qui s'appelle le SOFA, pour sentiment, opinion, fait et analyse, qui permet justement de s'obliger à analyser des faits par l'observation, ensuite regarder en fait et exprimer donc les sentiments effectivement que ça génère chez moi, mais de façon distincte, et puis après rentrer avec l'autre dans une analyse, voilà, pour arriver à un plan d'action. Mais il est clair que on n'est pas tous outillés de la même façon pour être à l'aise justement avec ce niveau d'émotion. Et on le sait bien, lorsqu'on rencontre des conflits, dans quelques lieux que ce soit, souvent le niveau d'émotion est très très haut et ça nous rend complètement, on est comme menotté, on n'arrive pas à sortir de ce niveau d'émotion qui nous permet de redescendre et d'arriver à avoir une analyse de la situation froide, détachée et du coup constructive. Donc, de manière générale, en situation de conflit, il est bon de laisser passer un petit peu de temps pour, entre guillemets, reconvoquer une rencontre avec la personne qui est à l'origine du conflit, par exemple, pour pouvoir dénouer le conflit. Ça sera quasiment impossible à chaud. Alors, donc, la langue girafe, donc, à contrario, cette langue du cœur, qui est donc vous voyez, on parle d'observation, on parle de faits, on parle d'absence de jugement. Donc, par exemple, moi, je pourrais vous donner un exemple. Une réunion qui s'est mal passée avec un collaborateur en présence d'autres services, où ce collaborateur, en tant que chef de projet, par exemple, qui m'a mis en cause en me disant qu'il n'avait pas du tout confiance dans ma façon de gérer le projet, que le projet courait à l'échec et que s'il avait été à ma place, jamais il aurait géré les affaires du projet de cette façon. Par rapport à cette situation de mise en cause, mon niveau de colère, au moment où ça arrive, peut être élevé. Et justement, il va falloir un peu décortiquer justement à froid cette situation qui me cause une gêne et qui est, pour moi, dans mon rôle de manager, me provoque un sentiment de gêne très important puisque je me sens atteint, je me sens dévalorisé, je sens qu'il y a une perte de confiance de la part du collaborateur et moi également vis-à-vis du collaborateur. Voilà. Donc ça, il va falloir travailler là-dessus, mais on verra ensuite comment ça se passe. Voilà. On est déjà rentré un peu dans ces quatre temps de la communication non violente. Donc, on parle de processus, comme je vous le disais en préambule, l'observation, donc des faits, les sentiments, donc les sentiments qui effectivement, voilà, mon ressenti, qui sont un peu la jauge de mes besoins, de ce qui a besoin d'être comblé, d'être satisfait. Donc voilà, on parle de besoins à satisfaire. Donc je vous renvoie là-dessus à la pyramide des besoins de Maslow. Hein. On va pas rentrer plus en détail que ça, mais je pense que vous connaissez. Et puis ensuite terminer par une demande, l'expression effectivement de ce besoin à satisfaire. Donc voilà, moi, il me donnait l'idée de l'exemple d'un ado qui était de mon fils qui a vécu à la maison donc le dernier mois, après avoir vécu longtemps ailleurs. Et tout de suite, ce qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, on n'était pas ajusté et il a fallu passer par une demande concrète. Donc, vous voyez, sur des choses très concrètes, peux-tu nettoyer la cuisine après l'avoir utilisée? Parce qu'évidemment, ce n'était pas du tout évident. Et puis, n'hésitez pas également à décoder en lui disant, moi, j'aurais pu demander à mon fils,
qu'est-ce que ça te fait que je te pose cette question? Pour pas qu'il se, voilà, pour pas qu'il se braque, pour pas que lui-même, ça le mette en colère, en lui disant, ben voilà, je t'explique, voilà pourquoi je formule cette demande auprès de toi, c'est parce que j'ai réellement ce besoin, donc ce besoin qui doit être satisfait. Alors, autre chose sur voilà, par rapport aux mots. Les mots ne sont pas forcément le plus important, mais simplement prenez-y garde. Quand je dis que ce n'est pas le plus important, ce qui est le plus important, quelque part, c'est la qualité de la relation. Je pense à un exemple que cite Rosenberg dans un de ses livres, où il travaille avec des gangs de rue à New York. Et il explique qu'au début, il est parti comment dire, avec son discours, avec ses mots de thérapeute, et ça n'a pas du tout embrayé. C'est-à-dire que les gens ont pensé qu'il le manipulait, et donc en fait, il a adopté leur vocabulaire après quelques temps, après un jour ou deux, et là, il a réussi à installer donc une confiance et une qualité de relation. Alors, voilà, je ferme ma parenthèse. Donc, faites juste attention de façon par rapport à l'expression de la demande. Donc, faites attention à ces mots, la notion de juste, de faux, de bon ou de mauvais. Là aussi, on baigne dans cette culture-là voilà, qui est très culpabilisante aussi depuis qu'on est passé par les bancs de l'école, malheureusement. Euh, donc, pas de culpabilisation. Donc, s'il vous plaît. Alors, et enfin, une attitude, pour finir, une attitude qui est capitale, qui est vraiment une étude, on parle d'empathie, donc c'est un terme assez précis. Donc, ça parle d'écoute de l'autre. Ça parle d'arriver à être entièrement présent à l'autre, donc à être entièrement présent à la situation ici et maintenant. Donc, on cherche pas à être dans une espèce comment dire, d'analyse ou de thérapie de ce qui a pu se passer etc., dans sa jeunesse, etc. L'idée, c'est d'arriver à écouter et arriver à se connecter au sentiment de l'autre. D'accord? Donc, en fait, c'est lui qui va vous exprimer une tristesse, une douleur, et à vous d'être en capacité d'écoute. Et ce que je dis, c'est valable aussi pour un collaborateur. C'est-à-dire que lorsque je vous parlais tout à l'heure de cet tête-à-tête, un tête-à-tête d'une demi-heure, un tête-à-tête d'une demi-heure, ça peut être une première partie qui est consacrée donc au collaborateur, où il va justement enfin, vous allez l'encourager à parler effectivement de ce qu'il ressent, et il peut y avoir effectivement un besoin vraiment d'empathie parce qu'il y a il y a de la souffrance au travail. Donc cette attitude empathique, cette attitude bienveillante, qui est en fait une écoute active, et le mot besoin est aussi évidemment, vous l'avez compris, très, très importante. Alors, je regarde le temps qui nous reste. Voilà. J'en arrive donc à la partie un petit peu plus professionnelle. Moi, je suis persuadé que la CNV, effectivement, ceux qui ne l'ont pas encore appris, qui ne l'ont pas encore mise en pratique, elle a quelque chose à vous dire. Excusez-moi, il manque une petite guillemets. Elle a quelque chose à vous dire. La CNV a quelque chose à vous dire pour améliorer la qualité des échanges donc, dans le contexte professionnel et pour dénouer de nombreux conflits. Alors, je pose une petite limite parce que donc, il faut distinguer aussi les conflits qui ont des origines purement organisationnelles, c'est-à-dire qu'il arrive que des organigrammes dans certaines organisations soient tellement bancales, ou alors des fiches de poste tellement peu ajustées, des problèmes de clarté, de clarification de la part du management. Ça génère des conflits. Et ça, il faut utiliser une autre façon. C'est plus voilà, il faut plus travailler sur l'organisation de son service, sur un certain nombre de points comme les fiches de poste, par exemple. La CNV, on parle vraiment de conflits entre les personnes qu'il faut arriver à dénouer. Donc, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de mon chef de service qui était mis en cause sur ses décisions donc, par un collaborateur, donc sur son management de projet. Bon, ça va poser un vrai problème à ce manager parce qu'il va dire
ben, là, j'ai un problème de confiance là. Comment je vais pouvoir gérer ça? Est-ce que, est-ce que ça marque la fin d'une collaboration ou est-ce que je peux pas nous donner une chance d'aller un peu plus loin, de dépasser ce conflit et quelque part de profiter encore de notre collaboration qui a été fructueuse jusqu'à présent? Et puis peut-être, vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise. Peut-être que simplement, il s'agit d'un malentendu. Peut-être que c'est un collaborateur qui, au cours de l'entretien, je vais vous expliquer ensuite comment le pratiquer, cet entretien, vous allez vous apercevoir qu'il y a un certain nombre de malentendus. Peut-être que c'est quelqu'un qui a, pour des raisons X ou Y, n'a pas été informé des derniers comptes rendus de lancement du projet. Et du coup, il est frustré, du coup, il ne peut pas avancer dans son travail, etc. Voilà. Donc, attention à ces points-là. Quelle réaction face à une situation difficile par rapport à, donc, effectivement, ma situation d'agression? Alors, de façon, si on était ensemble et si j'avais un paperboard, ce serait beaucoup plus sympa de le faire en direct, de vous faire vous-même modéliser un petit peu ces 4 grandes possibilités. Donc, bon, voilà, on va le faire en direct, tant pis. Donc, évidemment, lorsque la crise éclate, lorsque je suis mis en cause, lorsqu'il y a le conflit qui commence, ben, je peux être tenté ne serait-ce que parce que c'est trop dur au niveau émotionnel, de refuser de ne pas le voir, c'est-à-dire de faire comme s'il n'existait pas et de continuer en fait le fil de la discussion, donc imaginez une grande réunion avec de nombreux acteurs. Voilà, c'est ce que j'appellerais une fuite, c'est-à-dire en fait, je suis un peu dans le déni. Ça va peut-être comment dire, ça va peut-être vous permettre de gérer la situation actuelle sur le plan émotionnel, de ne pas craquer. Craquer, ça veut dire s'effondrer, c'est-à-dire se mettre en colère, ou peut-être éventuellement même avoir une crise de larmes, etc. Peut-être que malgré tout, une situation peut-être de s'écarter quelques temps, peut-être quelques 10 minutes pour se sortir de la réunion, faire baisser un peu le niveau de pression et puis éventuellement revenir dans la réunion. En tout cas, ça va être extrêmement difficile de chercher à quelque part arriver à dénouer sur le champ la situation difficile avec le collaborateur ou avec un autre acteur, quel qu'il soit. Une autre possibilité, ça serait d'être également dans une espèce de déni, de faire comme si ça n'était pas arrivé, et puis d'attendre le départ du collaborateur pour pour le casser, pour en fait le dénigrer devant le reste de l'assistance, en quelque part en se faisant justice. Et voilà, en fait, c'est une attitude qui est une attitude manipulatoire. Parce que la solution, on le voit bien donc par rapport à ce que je vous ai expliqué, par rapport à la satisfaction des besoins, ça va vraiment être de rentrer dans un dialogue de vérité avec ce collaborateur pour comprendre à quel moment il y a eu un manque, à quel moment, quel est le besoin qui n'est pas comblé. Une autre attitude, effectivement, c'est l'agression. Alors, bon, évidemment, c'est évidemment pas pas recommandable. Certaines personnes, malgré tout, certains managers, moi, je les ai déjà entendus en témoigner, n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'un tempérament sanguin va avoir tendance à quelque part rentrer dans cette espèce d'engrenage, qui est un engrenage souvent perdant-perdant de la violence. Parce que souvenez-vous, la violence, c'est un jeu, c'est un peu une pièce de théâtre qui se joue à deux. D'accord ? Vous avez des processus, vous avez des façons de sortir d'une spirale de la violence. Et en tout cas, vous avez, la plupart du temps, la possibilité de ne pas rentrer dans ce jeu, dans cette pièce de théâtre qu'est la violence. D'accord ? La violence donc, demande à être décodée, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez, moi j'aime bien parler de cette petite anecdote, c'est l'histoire de Kirikou. Kirikou et la sorcière, c'est un film d'animation pour les enfants. Et dans ce film d'animation, Kirikou, en fait, comprend pas pourquoi la sorcière est si méchante. Et en fait, il s'aperçoit qu'en fait, elle a une petite épine dans le dos qu'elle n'arrive pas à atteindre, qu'elle n'arrive pas à retirer et qui la fait souffrir terriblement. Et c'est ça l'origine de sa colère et de sa méchanceté. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, la dernière proposition par rapport à une situation difficile ou par rapport à un collaborateur qui a un comportement difficile dans le monde professionnel, ça va être ce qu'on appelle l'assertivité ou donc la communication non violente. Hein, on parle de la même chose.
Donc, c'est cette capacité à s'affirmer de façon assertive, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de sa pensée, ne renoncer en rien à son message vis-à-vis du collaborateur. Donc, s'affirmer, mais tout en respectant le collaborateur. Alors, donc pour ça, je vais vous proposer un petit outil qui s'appelle le PDESC. Voilà. Le PDESC, voilà, c'est un processus aussi. Donc, P comme préparer, D comme décrire les faits, E comme exprimer son ressenti, S comme demander au collaborateur de trouver une solution, C ensuite comme exprimer les conséquences positives pour chacun, et le dernier C, enfin, pour contractualiser en fait un nouvel accord. Alors, inutile de noter donc tout ce que je vous dis là, je vais vous montrer la slide, mais je voulais d'abord vous faire comprendre qu'en fait, on est sur un processus et qu'on a donc des étapes qu'il faut respecter. C'est un des points importants de la réussite donc du PDESC. Mais vous l'avez bien vu, alors voilà, je vais le mettre au fur et à mesure, vous l'avez bien vu, en fait, on retrouve quasiment à l'identique donc le processus de la communication non violente qu'a expliqué Rosenberg. D'accord. Alors, pour poser le cadre de l'entretien, qu'est-ce que ça veut dire? Dans un contexte professionnel, vous êtes souvent dans une position de manager, donc d'employeur. Enfin, vous avez reçu une délégation donc quelque part du pouvoir de l'employeur. Ce qui est important, poser le cadre de l'entretien, ça veut dire par rapport à une situation qui a été vécue de façon difficile, peut-être dans la violence. J'ai expliqué que c'était difficile de désamorcer ce conflit à chaud. Donc, peu de temps après, il ne faut pas attendre 3 semaines, peut-être que c'est le lendemain ou le surlendemain, il va falloir convoquer le collaborateur et il va falloir se préparer donc, pour un entretien qui va être un entretien court, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, peut-être maximum une demi-heure, pas plus. Et vous allez essayer de jauger la capacité par rapport à la bonne volonté du collaborateur, par rapport aussi à votre capacité à faire passer le message, donc à suivre le processus, donc votre capacité à passer à l'étape d'après, c'est-à-dire en fait arriver à sortir de la situation donc, qui a été conflictuelle. Poser le cadre aussi, ça va être de façon aussi assez concrète, c'est-à-dire aussi se préparer à un scénario où ça ne se passerait pas comme j'avais attendu, où ça ne se passerait pas bien, où, par exemple, le collaborateur ne joue pas le jeu. Là, il va peut-être falloir, en préalable de cette rencontre, prendre contact avec notre management ou notre DRH pour s'assurer que, s'il devait y avoir un recadrage un peu plus dans les règles et éventuellement des actions de nature presque disciplinaire, hein, ça peut aller jusque-là, parce que le collaborateur n'est pas du tout, soit continue à être violent, ne respecte pas les règles du jeu qu'on s'est fixé, voilà, soit n'a pas une attitude constructive. Bon, il y a tout un processus effectivement de recadrage qu'il va falloir mettre en place, mais par contre, ça ne marche que si vous avez le soutien et l'accord de votre DRH et de votre management. C'est ça que je veux dire. Donc, se préparer donc un scénario B, et dans ce cas-là, l'entretien s'arrêterait très vite. Okay. Alors, je reçois le collaborateur en lui disant pourquoi je le reçois. Donc, il n'y a qu'un seul ordre du jour qui nous intéresse, tous les deux. Donc, je vais commencer par lui décrire les faits. Donc, sans aucun avis, sans aucune analyse, ni évidemment sans aucune, sans parler, sans émettre aucun jugement, bien sûr. Hein. Sur l'étape d'après, qui est presque la plus importante, parce qu'entre guillemets, la plus difficile, le manager il va falloir qu'il exprime là sa gêne. Donc, le problème pour le poste que la situation donc, qui s'est passée, par exemple, hier ou avant-hier, a causé. Donc, je prends l'exemple de ma réunion. Là, je vais dire à mon collaborateur, tu vois, hier, il s'est passé ça, tu as mis en cause mon management, tu as utilisé des mots qui me gênent profondément, qui m'atteignent.
qui me touche dans comment dire, dans mon rôle de manager. J'ai l'impression que tu me fais plus confiance. Voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir exprimer et au passage aussi se libérer de cette charge émotionnelle et dire au collaborateur effectivement le problème que ça, voilà, du comportement sur mon besoin. Donc je pars bien effectivement de mon point de vue et également de mon besoin. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin, je pourrais parler comme ça, lorsqu'on est ensemble en réunion, que tu me fasses confiance, ou alors que s'il y a un problème, tu me le dises avant, que tu ne me mettes pas en cause. Voilà, j'ai besoin de ça. Donc ça, je dirais, lorsque vous avez réussi à faire ça, vous avez déjà fait 80% du travail, à peu près. D'accord? Je sais que notamment, chez certains hommes, ça peut être vraiment une étape difficile. Mais je dirais quelque part que si vous arrivez à arriver jusqu'ici, la partie est presque gagnée, en fait. Ensuite, vous allez quelque part demander à votre collaborateur de suggérer une solution, quelque chose qui nous convienne à tous les deux, voilà, une nouvelle façon de collaborer, un nouveau plan d'action. Bah, ok, peut-être qu'effectivement, on a oublié de te mettre en copie des deux derniers comptes rendus. Et effectivement, ça t'a causé un problème dans l'avancement de tes livrables. Et du coup, t'as ressenti une frustration. D'accord, je comprends. Voilà, on peut même s'en excuser, etc. Et puis, arriver donc à une solution pratique, comment faire pour que ça n'arrive plus. D'accord? Donc, on pourrait mettre ça en place, voir au passage, donc effectivement, valider les conséquences positives, et pour toi et pour moi, qu'aurait cette solution, et puis arriver à se mettre d'accord. Donc, je parle de contractualisation, donc sous forme par exemple d'un petit email en disant, bah, écoute, on s'est bien mis d'accord, effectivement, dorénavant, moi, voilà, je ferai vraiment attention à ce que tu sois mis dans la boucle, qu'on n'oublie pas effectivement tel et tel aspect de l'information. Mais par contre, j'attends de toi que ta parole comment dire, soit impeccable, que tu utilises plus ce genre de termes pour quand tu t'adresses à quelqu'un ou à moi-même, que s'il y a un problème, tu viennes me le dire avant, etc. Voilà. Donc voilà la proposition que je vous fais. Donc c'est un outil très simple. En fait, lorsque je fais jouer en fait ce jeu de rôle avec mes stagiaires, en fait, je leur demande vraiment j'affiche le processus et je demande, donc il y a deux équipes, une équipe de managers, une équipe de collaborateurs, et on fait plusieurs passages. Donc on se donne un petit scénario, donc un petit cadre voilà, d'une situation de management. Et d'ailleurs, on va donner la parole dans quelques minutes à Ayman qui va pouvoir partager là-dessus. Et en fait, celui qui joue le manager, en fait, il a derrière lui un tableau, enfin, il a devant lui un tableau, effectivement, sur lequel donc, ce processus est décrit. Et voilà. Et le but, c'est d'arriver à mener le processus jusqu'à son terme sans se laisser décontenancer par éventuellement des sautes d'humeur du collaborateur ou par le collaborateur qui souhaite vous couper, etc. Voilà. Voilà. Un point important pour que ça fonctionne bien, je reviens à ce que j'ai dit au début de cet atelier, c'est renoncer à avoir raison. Ce n'est pas l'enjeu de cette rencontre et de cet entretien. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une situation basse, il n'y a pas de question d'ego qui se joue. D'accord? Et vous allez voir, comme par magie, en fait, l'autre réagira également par mimétisme. Il adoptera également une posture basse, c'est-à-dire il renoncera certainement à avoir raison. Iman, est-ce que je peux vous donner la parole à ce stade? Est-ce que ça vous convient? Oui, tout à fait. Ok, super. Alors, je vais arrêter le partage. Ouais, je le reprendrai après. Voilà. J'ai pas activé la vidéo. Est-ce qu'il y a besoin de l'activer? Comme vous le souhaitez. Enfin, si vous avez la bande passante, peut-être que c'est bien. Sinon, c'est comme vous pouvez. Comme je sais que vous êtes sur votre téléphone. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis directrice de crèche sur la ville de Mézieux. La CNV, c'est quelque chose que je connais bien parce que je pratique régulièrement dans ma vie privée. J'ai aussi lu le livre de Marshall Rosenberg et je participe à tous les ateliers que je peux, voilà, qui concernent la CNV. Je crois qu'effectivement, comme l'a dit Guillaume, pour pouvoir pratiquer, il faut savoir s'entraîner souvent. Et voilà, c'est vraiment un travail du quotidien et de longue haleine, la CNV, pour pouvoir la pratiquer correctement.
Il faut admettre pouvoir faire des erreurs. Et il faut surtout bien connaître ses besoins et être en phase, alignée avec ses émotions pour pouvoir la pratiquer parce que c'est pas forcément simple. Au niveau professionnel, c'est un outil qui met en valeur les pros parce qu'on se met effectivement plus en, en position de je sais tout et forcément tout le monde doit aller dans mon sens et accepter tout ce que je dois dire. C'est enrichissant pour les deux partenaires en fait qui communiquent, donc et pour l'agent et pour le manager. Parce que nous, ça nous donne aussi les clés de comprendre comment l'équipe fonctionne, qui est qui, et qui joue le rôle de qui en fait dans l'équipe, savoir voilà, qui est leader, qui l'est pas, quels besoins ont besoin d'être satisfaits pour être dans une motivation voilà, très positive. Et lorsqu'on utilise la CNV, on met du coup la personne au centre du travail, au centre de ses motivations, et ça lui permet aussi d'avoir un vrai rôle dans l'équipe. Voilà, parce que c'est elle qui trouve les solutions, c'est elle qui, voilà, qui investit, et forcément, ça marche mieux comme ça. Moi, je l'ai appliqué après ma formation au travail. Je trouvais que ce n'était pas forcément évident de l'appliquer au travail parce que je l'appliquais de manière individuelle et que ce n'est pas tout à fait la même chose. Avec le PDESC, c'est vraiment un outil qui nous permet de bien le mettre en place. Il y a un petit bémol sur le PDESC, c'est qu'il faut vraiment avoir l'outil posé quand on le fait au début, posé sur la table quand on le fait au début, avoir un petit support. Parce qu'on peut vite bifurquer en entretien de recadrage si on n'a pas voilà, la CNV en tête et si on ne demande pas à son collaborateur et vous, voilà, qu'est-ce que vous en pensez et comment est-ce que vous voyez les choses. Donc voilà, faire attention à ça. Et moi, ça a bien marché. Ça a vraiment bien marché. Le PDESC, ça a permis de recadrer, de mettre le cadre, de remettre le cadre institutionnel, de remettre la fiche de poste voilà, en place. Voilà, ça a vraiment été voilà, cadre de travail, quoi. Voilà. L'agent en face a bien compris comment ça devait fonctionner et, et pourquoi ça avait pêché. Donc ça, c'est aussi un plus parce que c'est des choses qui ne vont pas se reproduire. Et c'est elle qui a trouvé la solution et j'ai trouvé que c'était une solution tout à fait acceptable qui mettait et moi et elle dans une dynamique positive en fait. Voilà. Ça, voilà à peu près ce que je peux vous dire sur l'application du PDESC au quotidien. Alors, Si vous avez des questions, je ne vois pas le chat. moi, Iman, ça m'aurait intéressé de savoir un petit peu, enfin, je ne connais pas le détail de la, comment dire, de la situation de conflit que vous avez rencontrée, mais comment dire, quelle était la situation de départ qui qui a vraiment provoqué chez vous ce besoin de mettre en place cette rencontre, et quel a été le résultat concret, en fait, qu'on voit bien la situation de management, en fait. En quoi, pour vous, c'était un problème en tant que manager de laisser passer, entre guillemets, cette situation-là? Alors, c'est un agent qui était en arrêt maladie, qui a quand même travaillé sur son arrêt maladie D'accord. en mon absence, qui n'a averti personne, les personnes qui prenaient mon relais pendant mon absence. Enfin, tout le monde savait qui prenait mon relais. J'avais avisé toute l'équipe par mail. Hein, et mon relais n'a pas été du tout au courant de cet arrêt maladie. Et voilà, elle a travaillé pendant son arrêt maladie, elle a dit à personne. Et voilà. Donc derrière, on a eu les parents qui nous ont appelés pour nous dire que elle était absente et c'est comme ça qu'on a su qu'elle était en arrêt. Donc voilà, un problème un peu fonctionnel. Donc j'ai dû reprendre avec elle parce qu'effectivement, c'est complètement interdit de travailler sur un arrêt. Et en plus, elle n'a pas du tout respecté la hiérarchie, elle n'a pas prévenu de son arrêt, on n'a pas pu faire notre travail de directeur comme il faut. Quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de reprendre avec elle. Elle l'a compris, elle a fait des propositions et voilà, on est reparti sur une bonne base. D'accord, merci.
Merci beaucoup, beaucoup Iman. Est-ce que des personnes ont des questions éventuellement? Ben, peut-être qu'on peut, voilà, comme on a encore on a à peu près un quart d'heure, on peut peut-être ouvrir nos micros. Moi, j'avais une petite question, en Oui. fait. Bonjour, merci déjà. J'avais une petite question, en fait, tu étais dans le sens en fait, du positionnement personnel en fait, lors de ce type d'entretien. C'est-à-dire que quelque part, si on est OK avec nous-mêmes et qu'on a un très bon positionnement intérieur, on aura plus de facilité en fait, à mener des entretiens et en fait, on ne suscite pas le conflit. Même sur quelqu'un en fait, qui effectivement quelque part est OK, on est sur, si nous en fait on est bien positionné et vraiment dans une écoute profonde, on devrait quand même pas être dans la réaction et être en fait justement, quand on parle d'écoute, vous parliez d'écoute tout à l'heure, Mhm. on va ressentir en fait toute la problématique de la personne, en fait quelque part l'épine dans le dos de la sorcière de Kirikou. Donc du coup, il se passe autre chose en fait. On ne donne pas lieu à certaines situations conflictuelles. Moi, je trouve que la difficulté, c'est au contraire quand on n'est pas bien, en fait, qu'on a déjà, nous, une fatigue ou quelque chose et qu'on n'est pas en mesure, en fait, d'écouter, effectivement, on va susciter, en fait, plus de situations conflictuelles. Tout à fait. Moi, je partage complètement ce que vous dites, puisque cette notion d'empathie et cette écoute active dont vous parlez, ben, il faut être en capacité de le donner. Si soi-même, on n'est pas, oui, bien à sa place ou alors qu'on a des problèmes, je ne sais pas moi, personnels ou autres, ou d'un autre ordre dans son boulot, ça va être très compliqué d'être disponible. C'est pour ça qu'effectivement, il y a des outils simples de management qui existent et qui permettent de planifier en fait des rencontres. Et ça revient un peu comme une espèce comment dire, ouais, pas comme un processus, mais c'est quelque chose qui est planifié, qui est inscrit dans l'agenda des gens. Et ils savent que tous les 15 jours, ils vont vous rencontrer le jeudi après-midi et que ça sera un moment pour eux. Et ça vous donne aussi la possibilité, je trouve, de pouvoir aussi peut-être fermer plus vos portes aussi pendant que le reste du temps pour être plus à l'écoute pendant ces moments un peu privilégiés avec les collaborateurs. Oui, Ouais, je trouve que c'est sympa ouais, de le rappeler. Ouais, c'est un très gentil. rituel, tout à fait, Ouais. c'est le bon mot, effectivement. Ça doit s'inscrire effectivement comme un rituel. On entend trop cette espèce de croyance chez pas mal de personnes qui disent moi, ma porte est ouverte, je suis disponible tout le temps, nuit et jour, j'ai envie de dire. Ben non, justement. L'idée, c'est un peu de revenir un peu sur cette croyance en disant ben non, un manager, c'est aussi son propre, ses propres missions qui sont stratégiques, qui ne sont pas délégables, qui plus est, et donc il doit fermer sa porte. Mais par contre, effectivement, voilà, il y a ce fameux tête-à-tête où on donne la parole complètement librement aux salariés. Ça peut être une proposition. Bonjour, je suis Nathalie Egerter. Je voulais vous dire, vous parliez des outils du manager dans votre slide et Oui, il y avait un podcast, je ne sais pas si on peut toujours le trouver, fait par un chef d'entreprise qui s'appelait justement les outils du manager et il parlait d'accord. beaucoup de rendez-vous un à un qui se faisaient tous les 15 Hmm. jours avec le collaborateur. Et donc, il y a des fiches assez précises là-dessus qui sont intéressantes à écouter. Donc, ça s'appelle les outils du manager. Après, j'ai oublié D'accord. Eh bien, écoutez, le nom. je pense qu'on parle du même outil en l'occurrence, parce Ouais. qu'effectivement, c'est pas moi qui l'ai inventé non plus. Mais oui, oui, c'est intéressant et ça m'étonne pas parce que c'est un des outils les plus simples à mettre en place pour un manager au moment de sa prise de poste. Et d'ailleurs, c'est valable aussi pour les managers qui ont un peu d'expérience, parce qu'on s'aperçoit que souvent, voilà, c'est pas forcément institutionnalisé, quoi. Mais merci la remarque, oui. D'accord, les outils du manager. Et vous n'avez pas le nom du podcast, du coup. Je me souviens plus, mais je pense qu'on D'accord. peut le trouver quand même assez Ouais, d'accord. facilement. OK, Il y a beaucoup, beaucoup de sujets à aborder. Voilà. très bien. Merci. C'est noté. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur, voilà, sur tout ce qui a été. Alors, je vois il y a pas mal de. Je vois aussi que dans le chat, il y a eu beaucoup de remarques. Il y avait une question par rapport à la PNL, CNV et PNL.
Alors moi, je suis pas spécialiste de la PNL. Alors je ne suis pas coach, hein, je ne suis pas coach, donc toute cette voilà, je connais pas je serais pas. Peut-être que quelqu'un peut le faire. Moi, je suis pas capable de faire ce lien en tout cas de façon formelle en tout cas. Je La saurais pas PNL, dire c'est si. la Oui, oui, programmation ouais, neurolinguistique, tout du à fait. coup, et on est plus sur peut-être sur des comportements, comprendre qu'est-ce qui est important pour chaque personne ou sa compréhension du monde, si c'est Ouais. plus les choses, le visuel, la relation. Donc, voilà. En fait, moi, D'accord. j'associe, excusez-moi, j'interviens, je donne Oui. des cours en fait dans une école en fait où je présente effectivement une partie PNL et une partie analyse transactionnelle. Et Mhm. alors peut-être que d'autres personnes renchériront sur ce sujet. Effectivement, comme vient de le dire Valérie, on est sur la PNL effectivement sur un peu le décryptage effectivement de la perception de l'autre par le comportement parce qu'il émet en fait notamment d'un point de vue non verbal. Et effectivement, par exemple, en regardant comment vont réagir ses yeux, son corps, et pour certains aspects thérapeutiques, venir en fait adopter en fait les mêmes contractions en fait, par exemple du corps, ce qui fait qu'en fait la personne a l'impression d'être totalement compris et va en fait entrer en confiance. Et puis l'aspect analyse transactionnelle, parce que bon, c'est quelque chose qui vient un petit peu dans la même lignée. Qui est effectivement d'observer les positionnements d'un collaborateur. Par exemple, s'il est dans un état, donc Eric Berne parlait de 3 états, parents, adultes et Mhm. enfants, et qui permet effectivement de regarder soi-même son conditionnement ou dans le cadre de nos discussions, le comportement du collaborateur. Et en sachant qu'effectivement, dans ce cas-là, on peut avoir ce qu'on appelle des transactions parallèles ou des transactions croisées. Les transactions parallèles se passant plutôt bien et les transactions croisées, en fait, plutôt moins bien. Et après, en fait, effectivement, on revient au profil dominé-dominant, par exemple, avec sur certaines transactions. Donc, transaction, c'est les relations entre les 2 personnes suivant l'état parents, D'accord. adultes et enfants dans lequel ils se présentent. Et du coup, on vient par exemple avoir la relation dominant-dominé, comme vous en parliez tout à l'heure. Et c'est vrai que s'il y a D'accord. des personnes qui ont envie en fait de continuer là-dedans, moi je vous conseille de regarder les vidéos qu'il y a sur ces sujets, que ce soit autour de la PNL ou que ce soit autour en fait de l'analyse transactionnelle. Il y a vraiment des choses très très simples et qui expliquent très très bien les choses, notamment avec des situations managériales habituelles. Et c'est vraiment très, très intéressant. Il y en a plein YouTube. Si ça vous intéresse, c'est D'accord. des petites vidéos et franchement, je vous engage à jeter un coup d'œil. Voilà. Voilà, je voulais me permettre, j'ai levé la main, je voulais me permettre de compléter par rapport à ce qui vient d'être dit. Pour avoir effectivement travaillé la communication non violente à titre personnel, je trouve que la différence, c'est que dans la communication non violente, c'est je. C'est pas le tu, c'est le je. Qu'est-ce que je Mhm. ressens par rapport à moi? Et on n'est plus dans l'accusation de l'autre, mais on est dans regarder en soi. Et pour moi, c'est un outil qui est différent, effectivement, de la PNL, où on va plus essayer, effectivement, avec des techniques d'analyser l'autre, tandis que la communication non violente renvoie beaucoup plus à soi-même. Enfin voilà, moi, c'est ce que j'ai ressenti avec le niveau de connaissance des différents outils. Merci de ces apports en tout cas. Vous complétez harmonieusement. Merci. Tac, tac, tac. Alors, je vois, oui, effectivement, la remarque est la demande est tout à fait pertinente. Quelqu'un demandait effectivement par rapport à une bibliographie. Oui, effectivement, je peux vous montrer ça. Alors, est-ce que vous voyez mon diaporama? Oui. C'est bon, vous le Non, on ne voyez? voit pas. Ouais. Non, pardon. Alors, attendez. Tac, tac, tac. Écran 2. Voilà, donc moi, voilà, j'ai lu ces livres-là que j'ai trouvé sympas, notamment le premier là, que j'ai lu récemment et qui est en fait un dialogue entre voilà, entre une formatrice et donc Marshall Rosenberg, qui effectivement est assez accessible, j'ai trouvé. Et voilà, les mots sont des fenêtres.
C'est vraiment un des livres de référence de Rosenberg. Et je vous recommande dans le monde professionnel cette intervention de Françoise Keller, qui est maintenant une consultante également formatrice, que moi, voilà, il y a très très longtemps, j'avais rencontré chez Matra, enfin bon, peu importe. Et elle parle d'une situation qu'elle a connue chez Matra Transport International. Et donc, ça s'intitule « Dans nos désaccords, mieux communiquer pour mieux réussir ensemble ». Et elle parle de l'expérience d'un projet qui se passe plus ou moins bien. Et donc, c'est effectivement un podcast qui dure une vingtaine de minutes sur YouTube. Donc ça, voilà, vous l'aurez dans le PowerPoint. Voilà. Oui, effectivement, les outils du manager par Cédric Vatine. Oui, Cédric Vatine, c'est quelqu'un effectivement qui écrit beaucoup sur le management et il écrit des choses intéressantes, effectivement. Voilà. Autre point, est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on ne finisse? N'hésitez pas à intervenir. Bon, écoutez, juste, je vous mets 2-3 liens. Du coup, suite, je suis en train de reprendre les liens dont je vous parlais. Là aussi, il y a quelqu'un qui est intéressé pour regarder des vidéos en direct sur l'analyse transactionnelle. Je les charge dans la discussion. Voilà, s'il y a des gens qui veulent regarder. C'est très gentil. Écoutez, je les rajouterai aussi Voilà, tac, je vais les rajouter. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Alors, avant de terminer, ce que je vous propose un peu pour finir notre session, c'est de vous, comment dire, comment vous ressentez? Comment vous vous sentez maintenant par rapport à ce qu'on a pu vivre ensemble? Donc, évidemment, ce que vous avez compris, mais également sur la partie plus cœur. Est-ce qu'il y a des déclics qui se sont produits? Essayez de prendre une minute, chacun de votre côté, pour imaginer si ça peut vous ouvrir des portes et vous mettre en route pour un changement d'attitude. Voilà, un nouveau lâcher-prise ou peut-être une nouvelle étape par rapport à la mise en place peut-être le PDS ou des choses équivalentes. Donc là, on ne partagera pas. Hein. C'est juste pour vous. Et puis, on conclura là-dessus. Du coup, moi, je tenais à remercier Guillaume Lozol et donc Iman Abdali pour son témoignage qui a été éclairant. On part avec un peu plus d'informations sur la CNV et peut-être pour certains l'envie de venir l'expérimenter. Donc, je vous remercie tous d'avoir suivi cette visio et je vous donne rendez-vous donc le 7 mars de 9h à 10h pour un autre thème, la gestion de crise. Et nous avons Jean-François Fèvre qui va venir nous expliquer comment anticiper la crise, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire ça peut être l'incendie, ça peut être le suicide d'un collaborateur, voilà, des choses importantes, puisqu'il était à l'époque gendarme lors des attentats en Nord-Isère. Donc voilà, donc rendez-vous le 7 mars et je vous souhaite une très très belle journée à tous. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci à tous. Merci et bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Oui.